Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous du 7Info, exclusivement ou essentiellement consacré donc à l'ambiance des élections couplées présidentielles et législatives de novembre prochain. Nous irons à la rencontre des candidats actuellement en meeting, mais nous parlerons également de l'élection présidentielle américaine, mais aussi de la situation post-électorale en Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue à tous. Sur ce plateau, des invités, mes consultants, Lionel Bilgo, bonsoir. Bonsoir. Saka Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Et avec nous également sur ce plateau, Madani Joseph Barry, les délégués CSBE, zone sud des États-Unis. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. On parlera justement de la diaspora dans la campagne électorale au Burkina, mais également de l'élection de Joe Biden aux États-Unis. Et puis avec nous également M. Bello Emma, il est le président de l'Association pour le développement socio-économique des Cascades, section du Kadiogo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avec vous aussi, nous parlons tout de suite de cette affaire de pétition pour le report des festivités du 11 décembre à Banfora. Tout à fait. Vous n'en voulez pas pour cette année, la fête à Banfora? On souhaite que la fête soit reportée. Et pourquoi? Nous souhaitons parce que nous avons accusé sur le terrain d'énormes retards dans la réalisation des infrastructures, ce qui est très préjudiciable au bon déroulement de la fête à Banfora. Donc, dès que nous avons été informés officiellement de l'organisation de cette fête-là en 2020, tous les acteurs se sont mis en branle. Malheureusement, chemin faisant, nous avons été handicapés, dans un premier temps, il faut le dire, par le coronavirus, où pratiquement tout a été remis à plat. Et après le coronavirus, il faut reconnaître que dans notre zone, il pleut encore beaucoup là-bas. Donc le mois d'août, le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre, ce sont des mois qui sont beaucoup pluvieux et qui ont handicapé la réalisation des infrastructures sur le terrain. Ce qui fait qu'au constat actuellement, contrairement à ce que nous pensions, nous sommes à un niveau d'avancement qui est inférieur à ce que nous attendions. À un mois des festivités. À un mois des festivités, vraiment, nous ne sommes pas justement au rendez-vous parce que nous pensons que vraiment il y a beaucoup qui manque. C'est ce que vous pensez. Est-ce que l'autorité pense la même chose? Parce que c'est eux qui sont justement, qui ont les compétences pour définir la réalité de l'avancée des travaux. Oui, c'est vrai, mais le constat sur le terrain, il crève l'œil. Lorsque vous allez sur le terrain et vous constatez que l'aire de défilé, à un mois de l'événement, n'a pas encore été revêtue de bitume, vous constatez que des infrastructures phares telles que la maison de l'Appelé, vous constatez que les différentes voies n'ont pas encore été revêtues, vous constatez que les caniveaux qui ont été creusés n'ont pas encore été revêtus. Aujourd'hui, c'est un parcours de combattants que de circuler dans Banfora. Alors, on estime que dans ces conditions, ça va être difficile de recevoir tout le Burkina à Banfora. Vous craignez pour des infrastructures bâclées? Exactement. Parce qu'il y a d'autres voix qui se lèvent pour dire non, en fait, on peut aller à la fête et qu'après la fête, les différentes infrastructures... Ça arrive, dans d'autres localités, ça a aussi été le cas. Tout à fait. Mais il se trouve que chez nous, c'est assez particulier parce que le niveau, il y a un niveau minimum quand même qu'il aurait fallu atteindre avant quand même d'aller à la fête. Et c'est ce niveau-là que nous assumons sur le terrain qui n'est pas atteint. Qu'est-ce que l'autorité vous dit? L'autorité, actuellement, pour l'autorité, il faut aller à la fête. Et vous, faites votre constat que ce n'est pas réaliste? Tout à fait. Et donc, vous entendez donc à ce niveau-là mener un plaidoyer? Ce n'est pas du boycott, mais un plaidoyer. Tout à fait. En quoi faisant? Nous avons donc un plaidoyer que nous faisons et nous avons rédigé une pétition que nous allons soumettre à l'autorité. Et nous cherchons également à récolter des inscriptions pour cette pétition-là, de sorte à atteindre quand même une sorte d'adhésion massive à cette pétition, pour amener le décideur à avoir une oreille attentive pour ce que nous sommes en train de rechercher. C'est en fait une sorte de requête auprès de l'autorité. Et donc, ce n'est pas une façon de gâcher la fête, de boycotter la fête? Pas du tout. Cela est loin de notre esprit
Parce qu'en fait, il faut dire, et je vous remercie vraiment pour l'occasion que vous nous donnez, en fait, le plaidoyer, ce n'est pas en fait un acte de désobéissance, comme on le dit, ce n'est pas un acte de rébellion, loin de nous cet esprit-là. Non, c'est juste pour dire que, en fait, nous pensons que sur le terrain, les infrastructures ne sont pas suffisamment avancées et qu'il va falloir remettre en fait la fête à une autre année. Une autre année, ça veut dire que 2021, c'est Zignaré. Est-ce que Zignaré acceptera justement de vous passer la main encore en 2021? Oui, pour le moment... C'est ça tout le problème. Tout à fait. Mais pour le moment, notre préoccupation n'est pas à ce niveau. Notre préoccupation est que la fête soit simplement décalée. Maintenant, où est-ce qu'on va mettre la fête? Nous parlons de 2021. Ça peut ne pas être 2021, mais ce n'est pas là notre problème. On peut aller au 2022 s'il le faut, mais que cette année, ça ne se passe pas chez nous parce que nous estimons que si ça se passe chez nous actuellement, là, vraiment, nous risquons d'avoir une fête au rabais. Et c'est ce que vous ne souhaitez pas. Tout à fait. Merci, Monsieur Bello Ema, président de l'Association pour le développement socio-économique des Cascades, section du Kadiogo. Vous avez initié une pétition justement en vue d'amener l'autorité à reporter les festivités du 11 décembre à Banfora. C'est bien ça. Tout à fait. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de cette info. Nous parlons de campagne électorale. Roch Marc Christian Kaboré, après le lancement de sa campagne au niveau de la ville de Bobo-Dioulasso, était ce week-end du côté de Fadangourma. Suivons le reportage. Pour son deuxième meeting après Bobo-Dioulasso, la vague orange a envahi la ville de Fadangourma. Le parti au pouvoir, le MPP, met le cap sur la région de l'Est pour son deuxième meeting présidentiel. Sur les terres de Diabalompo, Roch Marc Christian Kaboré commence par saluer la résilience des populations de cette zone émaillée de violences terroristes avec son corollaire de conflits intercommunautaires. Situation sécuritaire oblige donc le candidat du mouvement du peuple pour le progrès promet le retour de la paix dans la région. Je voulais dire également que lorsque nous sommes arrivés en 2015, nous avons hérité de la part de ceux qui sont partis d'une armée qui n'avait pas les moyens d'assurer la sécurité du pays. La seule sécurité qui valait la peine, c'était le RSP qui était chargé simplement de la responsabilité de sécuriser le président tout seul. Il a fallu travailler à reconstruire. Il a fallu travailler à équiper. Il a fallu travailler à former. Et je peux vous dire, chers frères, qu'aujourd'hui, notre armée est prête et que nous allons relever le défi de la lutte contre le terrorisme, même si certains pensent qu'ils ont les capacités de négocier avec eux. La lutte contre le terrorisme va s'accompagner du retour de ces réfugiés et de ces déplacés du moins dans leur région. Nous allons travailler à sécuriser, à faire en sorte que chacun puisse retrouver sa terre et reprendre ses activités de production qu'il a laissées depuis quelques années. Le retour de la sécurité passe également par la poursuite du désenclavement de la région. Des projets de construction d'infrastructures routières sont annoncés. Et ce n'est pas tout. Le chef de l'État sortant, s'il est réélu, s'engage à restructurer la région de l'Est. C'est quand nous sommes unis que tout ce que nous avons traversé, qui étaient des adversités, deviennent comme des mauvais rêves, parce que nous allons à la construction d'une région de l'Est qui devra être un pôle de développement dans la zone. C'est une zone qui est riche en potentiel. Potentiel minier, on l'a dit. Potentiel en élevage, on l'a dit. Potentiel en agriculture, on l'a dit. Potentiel également dans le domaine du tourisme. Comme vous l'avez dit, la région de l'Est représente 17% du territoire burkinabé. C'est pourquoi, devant les forces vives ce matin, j'ai pris l'engagement que nous allons créer à l'Est City 3 régions afin de permettre de renforcer et de rapprocher la gestion administrative de la construction d'un centre hospitalier universitaire, d'un lycée scientifique, subvention de tracteurs au profit des paysans sont entre autres des promesses tenues devant les militants et sympathisants qui ont fait le plein du stade régional de Fadangourma ce 7 novembre.
toutes sont donc en mouvement avec vous en vue d'un nouveau contrat de confiance pour la stabilité. Roch-Marc Christian Kaboré. À Fada, dans la région de l'Est, Zéphirin Diabré, candidat de l'Union pour le progrès et le changement, lui, était à Koudougou, dans le centre-ouest. Quand des Gouroussi exécutent des pas de danse à l'honneur de leurs esclaves, il peut être sûr que tous les rêves lui sont permis. Et c'est d'ailleurs toutes les langues qui se sont exprimées à ce meeting régional de Koudougou pour y affirmer leur soutien indéfectible à Zéphirin Diabré, même les anglophones. Certains croient qu'ils comprennent anglais, mais moi je comprends anglais puisque it is finished. Are you understand? I say it is finished. Devant les populations des 4 provinces du centre-ouest, l'UPC a pris l'engagement de lancer la révolution industrielle inscrite dans son programme de société à partir de cette région. Le MPP a annoncé en 2015, le 15 novembre 2015, à la place de la Nation à Koudougou, que 6 mois après l'élection du président Roch-Marc Christian Kaboré, Faso Fani allait s'ouvrir. En son temps, nous savions que c'était du pipeau. Parce que pour une telle unité, il fallait beaucoup plus de temps pour évaluer d'abord, faire l'état des lieux, trouver le partenaire, donc on savait. Mais comme on le dit à Morée, le chef ne ment pas, demain aussi ne ment pas. Le chef n'a pas menti et les 6 mois se sont écoulés, on ne voit rien. Depuis Koudougou, Zéphirin Diabré a dévoilé à l'ensemble des Burkinabés sa stratégie de lutte contre la corruption s'il est élu président du Faso. On fait une insurrection, les gens prennent le pouvoir et ils font pire que ce qu'on a chassé. Et je vous le dis ici, nous allons mettre sur place un tribunal spécial qui va travailler 24 heures sur 24 pour attraper Nyok, ceux qui mettent la main dans le coffre. Et quand on va les juger, ça va passer à la télé, à la radio, pour que tout le monde entende. Et nous, on sait comment attraper les détourneurs. On va faire ce que les Américains appellent le plea bargain. Ça veut dire quoi? Que si toi, tu es détourneur, tu as détourné l'argent de l'État, on t'a attrapé, amené, et qu'on doit te condamner pour 10 ans, nous on dit, Haya, voilà, on discute. Toi, tu as volé l'argent. Normalement, tu as fait 10 ans. Ce sont les voleurs qui connaissent les voleurs, c'est pas ça? Est-ce que tu connais des gens comme toi, là, qui ont volé comme toi, pour donner leur nom? Si tu donnes le nom d'une personne, on diminue un à tes 10 ans. Vous allez voir qu'il n'y aura plus de voleurs dans ce pays-là. La réforme du secteur de l'éducation est aussi l'une de ses priorités. Quand on regarde la manière dont vous êtes formés, ça n'a rien à voir avec la manière dont le travail se fait. On doit vous former en regardant le travail qu'il y a. Quand vous sortez de l'école là, vous avez du travail. On vous forme, et quand vous sortez, votre diplôme là ne correspond pas au travail. Il faut qu'on arrête ça. Et ça, on va regarder, on va faire une révolution de l'éducation nationale. L'UPC, dans son contrat social, propose à tout étudiant en fin d'études un stage rémunéré de 3 mois, renouvelable une fois. Quant à la problématique du chômage, elle sera résolue par un boom entrepreneurial qui créera plus d'1,8 million emplois et le recrutement annuel d'au moins 12 000 agents dans l'administration publique. Ablassé Ouedraogo, lui, est plutôt resté dans le Kadiogo. Il a choisi l'approche de la campagne de proximité. Si je perds aux élections, c'est vous qui aurez perdu. Ainsi s'adresse le docteur Ablassé Ouedraogo aux habitants de son quartier. Le candidat de Le Faso autrement demande la confiance des populations de la trame d'accueil afin d'en découdre avec la malgouvernance. L'insécurité continue de ronger les populations, l'économie en baisse et le taux de chômage de plus en plus grandissant. Il faut que ça cesse, dit-il. Et ce changement, seul Le Faso autrement peut l'apporter au Burkina Faso. Pour aider le Burkina Faso et les Burkinabés à reprendre goût à la vie, nous avons 5 grands chantiers. Le premier des chantiers, c'est d'aller à la réconciliation nationale. Donc, ceux qui sont actuellement en exil politique, comme le président Compaoré Blaise, comme le premier ministre Isaac Zida,
et bien d'autres, nous les ferons rentrer au Burkina Faso pour qu'ils participent au processus de la réconciliation nationale. Après la réconciliation nationale, nous allons nous attaquer à la préoccupation prioritaire des Burkinabés, la paix sociale et l'insécurité. Le président de l'EFASO autrement insiste, persiste et signe. Il aura un second tour à la présidentielle et ça sera sans le candidat du MPP, Roch-Marc Christian Kaboré. Le président actuel, qui est le président sortant, nous a dit que s'il est élu, il lui faut 6 mois pour boucler le processus de la réconciliation nationale. Mais ce qu'il oublie, c'est que les Burkinabés réfléchissent. Il a eu 5 ans pour faire la réconciliation nationale. On lui a dit, on lui a donné tout le matériel. Il n'a jamais fait bouger les lignes. Croyez-vous qu'il est en mesure en 6 mois d'amener la réconciliation nationale? Non, il veut vous tromper. Et je dis ici, sans ironie, que Roch Kaboré sera recalé au premier tour des élections du 22 novembre. De l'arrondissement 12, Ablassé Ouedraogo est allé prendre du thé avec les jeunes de Katreya dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Ici, le prétendant au palais de Kossiam promet de l'emploi à la jeunesse. Un travail qui passera par l'industrialisation du Burkina Faso. C'est pour cela qu'il faut aller au niveau de l'éducation, à la formation des métiers. Et une fois que cela est réglé, l'État amènera le complément, à savoir les infrastructures, l'électricité, l'énergie, à savoir les routes, les usines, et on fera de la transformation au Burkina Faso. C'est ça, l'industrialisation. Une fois que nous aurons donc relancé l'économie, réconcilié donc le Burkina Faso avec lui-même, nous allons regarder toutes les institutions de la République, leur pertinence, leur utilité, qu'est-ce qu'il faut apporter comme correction, et nous allons avoir des institutions beaucoup plus efficaces. À l'issue de cette campagne de proximité, le docteur Ablassé Ouedraogo demeure convaincu que sa nuit au soir du 22 novembre prochain se passera au palais présidentiel de Kossiam. Déjà une semaine de campagne électorale, donc Lionel Lugo, on le voit, les choses sont bien lancées après la phase de deuil liée justement au décès du père du président du Faso. Tous les candidats sont désormais sur le terrain. Première semaine d'ambiance, première semaine de campagne, comment vous appréciez le ton des discours de façon globale? Je crois que c'est d'ailleurs le président lui-même qui a permis aux autres candidats en tout cas de desserrer un peu l'étau de leur langue, parce que là on assiste vraiment à la phase de joute verbale, alors qu'au début, en tout cas à cause du deuil justement, certaines personnes de l'opposition étaient restées très courtois et moins en train à le bousculer sur leur campagne. Et là, lui, à Bobo, déjà, il a déjà sorti quelques pics et la réponse s'est très vite fait sentir au niveau des opposants politiques. Moi, je trouve que c'est une campagne qui se déroule très bien pour le moment, en tout cas. Et tout ce que les candidats disent là, c'est normal quand on est en compétition de lui dire et de le présenter de cette sorte-là. Effectivement, on a une campagne qui bat son plein dans les quartiers, dans les différentes villes, dans les provinces. Et on a aussi parfois des propositions de grands revers, entre guillemets. Ça, c'est mon point de vue. Mais c'est normal, c'est une campagne présidentielle et ça se fait comme ça d'habitude. On a l'impression d'entendre la même chanson qu'en 2015. C'est un peu le même discours stéréotypé, haranguer les foules, les meetings, le remplissage de salles, de stades. Oui, tout à fait. La recette ne change pas. Hein. De toute façon, la recette va toujours rester comme ça lorsque on comprendra que les masses, en fait, on les gagne de cette manière-là. Il n'y a pas deux manières de faire la politique au Burkina Faso. Il n'y a que cette manière-là principalement. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que dans le discours de certains candidats, c'est tout à fait différent, en fait, la théorie qu'ils font dans les meetings et dans les campagnes que ce qu'ils ont mis sur le papier de leur programme politique, effectivement. J'ai l'impression que, d'ailleurs, certains ont un programme très structuré, très soutenu, très détaillé, très bien, d'ailleurs, pour la situation dans laquelle nous sommes, mais qui, quand ils sont en campagne, quand ils sont en meeting, en fait, ne font pas ressortir effectivement la sève nourricière de ces programmes-là. Ils vont dans des discours un peu, dans des envolées lyriques
très séducteur, plus que de présenter le réel de leur programme politique à l'écrit. Peut-être qu'ils ont compris que ce n'est pas par les programmes qui vont convaincre ces populations, c'est plutôt sur autre chose. Mais il faut reconnaître qu'il y a une différence importante entre le programme écrit et l'animation d'un meeting. Au meeting, vous avez un public peut-être qui n'est pas aussi porté sur la lecture et les développements savants, comme ce qui se trouve dans les programmes. Et ce sont des gens plutôt pragmatiques qui attendent d'avoir des synthèses, des programmes et des promesses électorales. Donc ça ne peut pas du tout être la même chose, la communication écrite et la communication orale. Ce qui fait qu'on assiste à cette différence entre ce qui se trouve dans les programmes, qui sont très élaborés, qui sont réfléchis, dans un langage soutenu, par rapport au discours du meeting, qui est un discours direct, qui s'adresse à un public qui attend vraiment du concret. Lionel, est-ce que vous avez l'impression que pour cette première semaine de campagne, dans les discours, les priorités des Burkinabés reviennent? Vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, les textes à l'écrit, en fait, est complètement différent chez certains candidats, en tout cas, par rapport à ce qu'ils disent à l'oral. Et c'est là aussi qu'on tombe dans le piège des mirages. C'est-à-dire que parfois, en fait, en réalité, parce qu'il y a les foules, parce qu'on est très emporté par les applaudissements et tout, on se permet de dire certaines choses qu'on n'a même pas écrit dans le programme politique, c'est-à-dire dans le plan qu'on va exécuter, mais on le promet à des populations. Et après l'élection, on tombe dans des mirages, dans des déceptions, et parfois même ça crée des frustrations, voire des indignations, et qui se manifestent souvent dans la rue, on l'a vu au Mali et ailleurs, etc. Donc il faut vraiment faire attention que chaque candidat se concentre sur ce qu'il va vraiment réaliser, sur comment il va le réaliser, et même si on est en face d'un public qui ne comprend pas forcément et qui n'aime pas le discours trop savant, on peut le diluer pour le rendre digeste pour ce public-là. Ils sont capables de comprendre. Et le Burkina a besoin d'hommes et de femmes qui leur disent ce qu'ils vont réellement faire, ce qui est réellement faisable. Et les Burkinabés sont prêts à entendre que ça va être difficile. Malheureusement, on ne le dit même pas. C'est-à-dire que sortir ce pays du marasme, ou en tout cas de la situation dans laquelle il est placé, ça demande un effort de part et d'autre, et du candidat et du public. Et il faut donner aussi au public sa part de responsabilité, lui dire que ça va être un long chemin de croix et que ça va être très difficile pour chacun. Et c'est ce type de discours-là qui manque, alors qu'on l'a vu ailleurs dans d'autres pays où les gens disent « ça ne sera pas facile, nous allons devoir aller chercher l'énergie qu'il faut en chacun de nous, ça va être un long chemin douloureux ». Et là, le public n'a pas encore ça. On est en phase de promesse, de séduction, et on attend toujours de voir à quel moment on va vraiment nous dire la part de responsabilité de ceux qui viennent au meeting ou des populations. On a comme l'impression que pour les favoris, entre guillemets, c'est encore l'approche foule. Le plus important, c'est de mobiliser du monde pour montrer qu'on est un baobab. Beaucoup plus porté sur ça que sur le message. Et derrière, c'est encore cette question qui est encore posée, la stratégie de mobilisation de ces foules avec forcément des espèces sonnantes et trébuchantes. Oui, il faut dire que c'est un des aspects incontournables de la campagne électorale, les démonstrations de foule, de masse. Donc les candidats s'y adonnent avec les moyens dont ils disposent. Ceci dit, je pense que tous sont conscients que la foule qui vient au meeting n'est pas forcément celle qui va aux urnes. Donc il peut y avoir une différence entre la mobilisation du meeting et la mobilisation pour aller voter. Et là, ce qu'ils essaient de faire, c'est peut-être d'élargir le spectre de ceux qui vont voter, en brassant plus large avec la mobilisation du meeting. Donc plus de gens vont écouter les offres politiques, la communication politique dans le meeting, ils sont susceptibles de mobiliser d'autres personnes, d'autres électorats, ainsi bien qu'au final, les candidats espèrent pouvoir trouver leur compte dans le partage et la compétition électorale dans les urnes. Et là, il faut aussi se rendre compte que si on prend le cas de l'Est, avec le chef de l'État, en 2015, il avait été le champion
de parcourir l'ensemble du territoire, aller dans les villages les plus reculés, dans des situations assez difficiles. On l'a vu retrousser les bas de ses pantalons pour traverser. Cette fois-ci, tout se passe dans les grands centres urbains. Donc, Fada, par exemple, il est quasiment impossible d'aller au-delà des 40-50 km de Fada parce que l'insécurité y est très forte. On apprend donc l'attentat qui a eu lieu au nord hier. Donc, c'est une situation particulière quand même. Et je pense que les foules vont peut-être écouter les meetings dans les communications, mais se rendre compte que dans le discours qui leur est fait, est-ce qu'il y a ce qu'ils veulent entendre? Est-ce que la proposition qui va les permettre de sortir de la situation où ils se trouvent, ils voudraient bien l'entendre? Est-ce que c'est ça qu'ils trouvent lors de ces meetings-là? C'est là la grande question aujourd'hui. Lionel, ça c'est vraiment les programmes finalement, ce discours-là? Est-ce que les priorités des Burkinabés sont prises en compte? Parce que finalement, comme je l'ai dit, c'est comme si c'est une course effrénée aux foules, au stade recto-verso, avec tout ce qu'il faut comme stratégie de mobilisation, l'argent, les artistes. Il faut dire que ça répond un peu à la typologie aussi de nos populations et puis à un facteur culturel de chez nous, cette manière de battre campagne. Les programmes servent à quelque chose parce que vous voyez au Burkina, depuis un certain temps, en tout cas au niveau de la société civile, il y a des organisations qui se sont mises en branle pour superviser, surveiller, contrôler et rendre compte à travers des panels ou des débats télévisés sur la réalité en fait de la promesse électorale du candidat qui sera élu. Ça a été le cas pour le président Roch-Marc Christian Kaboré. Souvenez-vous de cette note de 4,5 points qu'il avait eu sur 10, etc. Donc, il y a une émulsion démocratique qui se fait, qu'on va noter, on va sanctionner, on va critiquer, on va accorder un crédit confiance ou non au candidat qui sera élu sur la base de ce qu'il a promis. Et donc, même au niveau de la structure étatique, il y a des institutions qui ont été conçues et créées pour suivre les engagements, notamment les engagements nationaux, les engagements du président, à réaliser ou non ce qu'il a promis de faire. Mais en dehors de cela, il faut se dire aussi que cette espèce de meeting de masse, de forme, et dans les contrées les plus reculées, ça crée une espèce de séduction de forme. Il y en a qui vont voter parce qu'ils ont été séduits par la forme du candidat, la manière dont il est venu, ses voitures, ses véhicules, ses hélicos, etc. Il y a des gens qui vont rester sur la forme et qui seront séduits par cela, et ils iront aux urnes parce que tout simplement... Il y a notre confrère de Pascal Sessouma, malheureusement, qui dit, pour avoir refusé donc, de sortir de l'argent, le chéquier, finalement, s'est retrouvé presque seul à son meeting. Oui, parce que de toute façon, vous êtes dans une population très pauvre, majoritairement. Donc pour les gens, se déplacer, déjà laisser ce qu'ils ont à faire pour vivre au quotidien, se déplacer pour venir voir votre meeting ou écouter votre message, c'est déjà une dépense pour eux. C'est pour ça que moi je parle de faire ce que moi j'appelle une pédagogie électorale au Burkina Faso, pour mieux expliquer aux gens ce que c'est qu'une campagne électorale, comment ça doit se passer, et en dehors du fait d'aller écouter le message d'un candidat, quel que soit ce qu'il pourrait vous donner, votre vote, le jour de l'élection, dans l'urne, il n'y a que vous, Dieu et le bulletin. Sur la question des programmes, les problèmes des Burkinabés sont bien cernés si on fait une lecture transversale. Les solutions sont les bonnes? C'est extraordinaire. Moi, je le dis parce que je les ai lus. Et c'est extraordinaire pour ceux qui n'ont pas encore fait. Essayez de lire les programmes. Vous allez voir en fait en réalité que certains partis politiques, ou presque l'ensemble des partis politiques, ils ont fait un travail de fond. Et ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait me dire que le diagnostic sur la situation de notre pays est vraiment très bien établi par certains acteurs. Effectivement, ils connaissent. On sait ce dont le Burkina souffre. Maintenant, c'est dans l'arrimage des solutions qu'il y a parfois quelques couacs et des problèmes. Je vous parlais de revers. Oui, dans certains programmes politiques, il y a des pans, des secteurs où vous finissez de lire, vous vous dites, mais ce mec-là, c'est un rigolo, il ne peut pas faire ce qu'il a dit. Il ne pourra pas le faire. Parce que mathématiquement et schématiquement, ce n'est pas réaliste et ce n'est pas réalisable. Mais dans la plupart des programmes politiques que moi j'ai eu à lire, franchement, je suis resté bouche bée par rapport à certaines propositions, par rapport à certaines solutions qu'il y a dans ces programmes-là. Et si j'avais un conseil à donner aux candidats qui arriveraient en tête, il serait bien, après l'élection, de mettre une équipe en place pour faire la synthèse des programmes des autres candidats,
parce que c'est merveilleux ce qu'il y a dans chaque C'est programme. une mine de solution, Siaka Koulibaly, sur les programmes. Oui, c'est certain. De bons, de mauvais. Puisque toutes les équipes politiques, les partis font sortir tout ce qu'ils ont de ressources humaines pour produire l'offre politique en question, en se basant sur la connaissance que chacun a des secteurs de développement, des secteurs de souveraineté. Donc au final, vous avez dans les programmes une quintessence donc, des propositions qui sont effectivement proches des préoccupations des populations, surtout en fonction de l'ancrage de ces partis-là, qui, sur le terrain, collectent les desiderata des populations, les préoccupations, les besoins qui sont exprimés. Donc, c'est vrai qu'il y a une diversité de candidats, mais les problèmes du Burkina Faso peuvent se retrouver de façon dispersée dans les offres de programmes qui sont faits. L'idée d'une mise en commun donc, de ces programmes à l'issue des élections. Sans égoïsme, hein, c'est bien, pour l'intérêt de la nation. C'est bien ces exercices de planification. Si vous prenez le PNDS, c'est pratiquement ce type de situation, parce que ça va au-delà des propositions politiciennes. Donc pour se baser sur une planification basée sur un diagnostic, donc on reviendra avec l'ensemble des préoccupations qui sont soulevées par les différents programmes. Ce qui reste à préciser, c'est qu'aujourd'hui, il va être difficile pour ceux qui traitent les candidats à partir de leur programme d'évaluer leur capacité à transformer ces programmes en programmes de gouvernement. Parce qu'on l'a vu, le candidat actuel, enfin le président actuel qui a été candidat en 2015, avait fait certaines propositions et qui n'a pas été en mesure donc de les réaliser. Donc cette dimension du leadership politique, du management de l'action gouvernementale, c'est une donne, à mon avis, qui va être difficile à apprécier par l'électorat à l'heure actuelle. Mais, ceci dit, on est bien obligé de disposer des programmes, de les analyser et de voir leur propension à pouvoir régler les problèmes que nous avons. Donc, autrement dit, il va être difficile aussi d'apprécier les gens sur leur visage comme ça en disant un tel peut diriger le pays, un tel peut nous sortir de l'ornière, etc., etc. Donc, il faut bien les programmes. Oui, Chiak a tout à fait raison. En plus du programme, il faut l'homme qu'il faut pour conduire en fait ces programmes. Vous prenez un bolide, une Ferrari, vous le donnez à quelqu'un qui n'est pas habitué sur les circuits de course, il ne pourra pas faire aller le véhicule dans sa pleine forme. Et donc il faut, en plus du programme, regarder le leader qu'il y a, celui qui porte le projet, et surtout aussi sa capacité à créer autour de lui une équipe capable de sortir le pays de la crise là où il est. Au-delà du président, au-delà de la tête, il faut aussi réfléchir déjà à mettre les personnes qu'il faut aux endroits où il faut quand on sera élu. Et ça, c'est très important, puisque sortir ce pays dans la situation où il est plongé, il faut vraiment une ressource humaine de qualité, dotée d'un leadership incontesté et incontestable pour transformer cette société. Entre-temps, Abdoul Karim Bandaogo nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des relations internationales et de l'intelligence économique. Avec vous, nous parlerons tout à l'heure de diplomatie dans les programmes des candidats. Mais avant, nous avons avec nous donc Madani Rachid Joseph Barry. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de la diaspora, on le sait. La particularité cette année, c'est que la diaspora va voter. Ça a été bien accueilli, cette nouvelle, au niveau donc de vous, diaspora. Vous êtes délégué CSBE de la zone sud des États-Unis. Vous habitez précisément à Houston. Et vous êtes au Burkina Faso, justement. Vous avez, avec vos camarades du côté des États-Unis, organisé une collecte de fonds où vous êtes revenu avec de la ressource pour aider dans la prise en charge des déplacés internes. On va voir les images tout à l'heure à l'antenne. Du côté de Kaya, mais vous avez fait pas mal de villes du Burkina. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, c'était un projet qu'on a dénommé le projet humanitaire de la diaspora burkinabé aux États-Unis. Et nous avons pu parcourir pratiquement 4 zones, à savoir Fadangourma, Kongoussi, Oundé et puis bien sûr l'apothéose à Kaya. Et pour nous, c'était important pour des Burkinabés qui vivent à l'extérieur, sachant un peu la situation difficile que le pays traverse avec la crise des déplacés, avec aussi, bien sûr, la maladie du coronavirus. On a essayé quand même de mettre ce projet-là en place pour pouvoir récolter des fonds
et aussi vraiment montrer de notre solidarité pour nos frères et sœurs quand même qui sont au Burkina Faso. Donc c'est dans ce contexte que nous avons lancé ce projet. Nous avons pu récolter un peu plus de 30 000 $. Bon, c'est pas assez, mais quand même on a essayé de faire ce qu'on pouvait. En CFA déjà En CFA, ça fait autour de 16 millions. Autour de 16 millions, justement pour venir en aide à ces déplacés. Tout à fait. Ils sont plus d'1 million, ils sont dans le besoin. Et vous avez l'impression, avec les quelques semaines déjà passées au pays, que la campagne qui a commencé, cette question des déplacés internes, les candidats l'abordent véritablement? Bon, je dirais que, de mon point de vue, je pense que, parce que la question des déplacés est liée à la question sécuritaire. Et donc, quand on regarde un peu le programme des candidats, on sait quand même qu'il y a pratiquement presque tous les candidats abordent la question sécuritaire, ce qui est vraiment quelque chose que nous apprécions vraiment. Mais parce que si nous arrivons à résoudre le problème sécuritaire, bien sûr que le problème des déplacés aussi, par ricochet aussi, sera résolu. Donc on espère vraiment que le fait que chacun essaie de voir, au contexte de sécurité, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir déjà bouter le terrorisme du Burkina Faso. Et je pense que par ça, les déplacés pourront rejoindre leur localité. Et c'est important justement cette question sécurité parce que du côté de Houston, vous avez une initiative là-bas, la journée économique et culturelle du Burkina Faso. La première édition s'est tenue l'année dernière où quand même vous avez réussi à mobiliser pas mal d'hommes d'affaires pour les intéresser au Burkina Faso. Mais la question sécuritaire a toujours été évoquée. Absolument. La question sécuritaire est vraiment très, très évoquée parce que nous, au niveau de la diaspora, l'une des choses, notre mission aussi, c'est de vendre l'image du Burkina Faso, c'est de faire la promotion du Burkina Faso. Maintenant, bon, quand on parle un peu du Burkina Faso et qu'on sent qu'il y a le terrorisme, c'est vrai que, bon, à un certain moment, les dents grincent un peu parce que, bon, on se dit, écoutez, vous voulez faire la promotion du Burkina Faso, mais il y a quand même un problème sécuritaire là-bas et ça fait que, bon, certains hommes d'affaires ont un peu du mal à pouvoir venir. Mais bon, cela n'est pas un frein pour nous de continuer vraiment à faire la promotion du Burkina. Parce que quand on parle aussi quelques statistiques, je parle surtout des États-Unis, et je crois que le ministère des Affaires étrangères pourra aussi appuyer sur ça. Il y a toujours des gens qui viennent toujours, qui explorent un peu le terrain pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire en termes d'apport économique. Et ça, c'est des choses toujours à encourager. Et nous continuons toujours dans cette même lancée de pouvoir faire la promotion du Burkina. Avec les journées économiques et culturelles l'année passée, on a essayé quand même de mobiliser un ensemble d'hommes d'affaires pour pouvoir un peu voir les opportunités économiques au Burkina. Cette année, c'était prévu la 2e édition, mais malheureusement, avec la crise du corona, nous avons dû suspendre cela. Donc, on espère que les choses vont reprendre encore l'année prochaine. Bien sûr, sûrement aussi que la situation sécuritaire aussi va encore s'améliorer ici. Ça pourra quand même nous permettre de mieux faire la promotion. Vous essayez de vendre l'image du Burkina Faso aux États-Unis. Est-ce que vous avez l'impression au niveau de la diaspora que les acteurs politiques vendent véritablement la diaspora ou s'intéressent à la diaspora? Vous regardez un peu les programmes politiques, est-ce que vous avez l'impression que la diaspora est véritablement prise en compte? Bon, je crois que quand même, on doit reconnaître que la diaspora est prise en compte. Quand on regarde un peu les programmes des candidats actuellement, il y a pas mal de programmes qui traitent des questions de la diaspora, des questions de moderniser l'administration, de permettre aussi quand même à la diaspora de pouvoir s'engager dans l'entrepreneuriat, d'amener la diaspora à pouvoir investir, des transferts de compétences, de l'expertise de la diaspora qu'on peut utiliser. C'est des choses quand même qui sont un peu évoquées dans le programme. Ça nous donne une satisfaction. Mais bon, pour nous aussi, c'est de voir entre bien sûr les promesses dans les programmes et aussi la réalisation effective. Il y a aussi la question que nous regardons vraiment pour voir après l'élection, toutes ces promesses pourront être tenues vraiment surtout vers la diaspora. Et vous avez l'opportunité cette année justement de désigner, de contribuer au choix du candidat qui devrait pouvoir faire votre affaire. Tout à fait. Comment se passe la campagne au niveau de la diaspora? Est-ce que vous sentez que les représentants des candidats au niveau de la diaspora sont très actifs, ils viennent vers vous, ils expliquent... Bon, je dois dire que c'est vrai quand même que cette année, pour la première fois, les Burkinabés et la diaspora pourront voter. C'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de difficultés, surtout au niveau de l'enrôlement, qui a fait qu'il y a vraiment très peu de Burkinabés et la diaspora qui ont été inscrits sur la liste. Ça, je crois que bon, c'est une responsabilité partagée, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau des partis politiques, et bien sûr aussi au niveau de la diaspora. Parce que bon, d'une manière ou d'une autre, la diaspora ne s'est pas assez mobilisée. Ça, c'est un fait qui est là. Et donc, bon, c'est vrai que certains sont en train quand même de battre campagne.
l'apport de la diaspora vraiment dans ces élections, il faut le reconnaître, sera un peu minime parce que bon, il n'y a pas beaucoup inscrits sur les listes, sur les listes. Mais bon, on espère quand même qu'ils pourront aussi faire entendre leur voix. Et puis bon, la campagne continue au niveau de la diaspora. Chaka Koulibaly, ça devrait être aussi un thème important de campagne, la diaspora? Non. Pour l'instant, il faut dire que le fait que la diaspora puisse participer à l'élection, qui a été un thème longtemps de combat, de débat politique, le fait qu'il puisse être aujourd'hui du dispositif du système, prendre part à la désignation des représentants du pays, c'est déjà un acquis important. On sait que les inscriptions sur le fichier électoral n'ont pas été au maximum. On n'a eu que 22 000 inscrits sur l'ensemble donc des pays où résident les Burkinabés. En comparaison, vous avez des communes comme celle dont est originaire Edu Komoro qui fait 36 000 personnes. Donc, ce n'est pas grand-chose en fait en termes de participation, mais c'est le symbole ici qu'il faut noter parce que dans le principe, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va améliorer le système donc, de participation, et notamment la question de la carte consulaire qui a été un des obstacles à la forte inscription, notamment dans les zones de grande concentration, comme en Côte d'Ivoire, au Ghana ou au Soudan. Ça va être résolu peut-être par la suite, puisque dans certains programmes, comme celui même du président Kaboré, il y a la refonte totale du code électoral. Donc on s'est dit qu'ils vont prendre en compte l'expérience de cette année, l'inscription calamiteuse de la diaspora, pour voir dans quelle mesure on peut faciliter cette inscription et avoir une participation plus importante. Donc déjà, le principe, je pense qu'il faut le prendre et avancer avec. Avancer avec. Lionel, la diaspora aurait pu être un thème majeur de campagne pour les candidats, économiquement parlant aussi. Oui, économiquement parlant, parce que pour moi, la diaspora, c'est le miroir de notre société à l'étranger, à l'extérieur. J'ai fait partie de cette diaspora-là et je sais la fierté qu'on a quand on est à l'étranger d'être burkinabé. C'est 10 puissance 1000. Ça on a plus patriote. Ah oui. Il faut le vivre pour le savoir. Pour un rien, on est vraiment connecté au pays, on recherche en fait à se ressourcer et parfois pour les petits bobos qui arrivent au pays, on est plus troublé étant à l'étranger qu'au Burkina. Et on a le souci d'investir au Burkina. C'est pour ça que la diaspora en fait apporte énormément en termes d'économie. C'est plusieurs milliards de francs CFA drainés de l'extérieur vers le Burkina Faso chaque année par cette diaspora-là. Et donc, elle est pour moi, en fait, incontestable. Elle est burkinabé à part entière et on devrait la traiter telle que. Et c'est un sujet très important. Surtout, comment faire pour que cette diaspora-là soit davantage un miroir réel de notre pays, une vitrine extérieure de notre pays, que cette diaspora-là puisse faire briller le Burkina Faso davantage à l'étranger et surtout participer économiquement. Beaucoup de personnes qui sont dans la diaspora passent plusieurs années à l'extérieur et quand ils rentrent, ils n'ont pas la chance ou la capacité d'avoir un lopin de terre, etc. C'est difficile d'avoir un pied à l'étranger et un pied au Burkina. Et il faut qu'il y ait des structures adaptées, pilotées par l'organe étatique, pour pouvoir capter davantage les ressources venant de la diaspora. Transition toute trouvée pour parler justement de diplomatie et de relations internationales dans cette campagne. Et avec nous, Abdoul Karim Bandaogo, spécialiste des relations internationales et de l'intelligence économique. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir, M. Guéry. Oui, vous pensez que la diaspora est dans le débat actuellement, une semaine après, pour cette campagne? Oui, merci pour l'opportunité que vous nous offrez de partager ce que nous avons retenu des différentes propositions des candidats. En lisant les programmes, mes prédécesseurs l'ont évoqué, il y a ce qui est contenu dans les documents, il y a ce qui est dit sur le terrain. Et en lisant les programmes, pratiquement tous les candidats ont évoqué la question de la diaspora burkinabé dans leurs programmes. Et c'est l'un des points les plus partagés dans ce qui concerne la diplomatie. Et pratiquement eux tous ceux qui ont évoqué la question de la diaspora, l'ont évoqué avec la diplomatie. Ça confirme à quelque part qu'on ne peut pas dissocier la gestion de la diaspora de la conduite de la politique étrangère d'un État. Voilà, donc... De façon transversale, une lecture transversale des programmes, qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette question de coopération, de diplomatie, de relations internationales? De façon générale, tous les candidats ont
ont consacré un point dans leur programme à la diplomatie et à la politique étrangère du Burkina Faso. Et c'est quelque chose qui confirme le fait que, vous savez que dans notre constitution, la politique étrangère est des domaines régaliens du chef de l'État. C'est le président du Faso qui définit la politique étrangère, qui donne le contenu à la politique étrangère du Burkina Faso. Donc, et d'ailleurs, c'est lui qui nomme les ambassadeurs, c'est-à-dire que c'est lui qui nomme ses représentants chargés de représenter le Burkina Faso auprès d'autres États. Et à part la question certains ont dit clairement dans leur programme qu'ils vont élaborer. C'est quelque chose de nouveau, à notre avis, dans cette question. C'est-à-dire affirmer qu'ils vont proposer une politique étrangère du Burkina Faso, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et ce qu'il faut peut-être attendre de cela, c'est qu'il y a ce qui peut être fait dans les 5 ans, mais quelque chose de plus structurel. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'un président peut faire comme politique étrangère dans les temps des mandats, mais il y a ce qui est plus structurel en ce qui concerne le Burkina Faso en tant qu'acteur de la scène internationale, en tant qu'acteur, en tant qu'État. Donc, c'est peut-être cela qu'il faut attendre. À part cette question, il y a les thèmes de l'intégration sous-régionale. L'intégration sous-régionale et régionale. Donc sous-régional, c'est-à-dire que dans l'espace ouest africain, et régional, dans le cadre africain. Et pratiquement, et tous également, ont évoqué cette question, et certains ont été plus précis en parlant du panafricanisme. Voilà, c'est-à-dire que de voir au-delà du Burkina Faso et de se dire qu'on ne peut pas avoir un Burkina Faso viable en dehors d'un espace ouest africain intégré et en dehors d'une Afrique unie. Je prends l'exemple du professeur Soma, qui pense même que l'État burkinabé, s'il est président, pourrait entretenir des relations avec des États sur la base du fait que ces États partagent les idéaux du panafricanisme. Donc c'est assez intéressant. Il y a également l'évocation de certains thèmes un peu nouveaux en matière de politique étrangère. Et là, c'est la question de l'influence. La question de l'influence d'un État. Et là, les termes utilisés par les uns et les autres diffèrent. Pendant que Maître Gilbert Ouedraogo dit qu'il va mettre en place un fonds que le Burkina Faso a utilisé pour apporter de l'aide quand il y aura des catastrophes, que ce soit dans la sous-région, dans d'autres pays, ou bien dans d'autres pays du monde. C'est un outil d'influence. Voilà. C'est dans son programme. Et Edi Komboigo parle de l'élaboration d'une politique de soft power. C'est-à-dire c'est aussi l'influence. D'ailleurs, la proposition de Maître Ouedraogo peut être vue comme un exemple de soft power. Vous savez que dans les organisations internationales, il y a des situations, il y a les contributions obligées des organisations internationales, par exemple, mais il y a des situations lors desquelles on demande des contributions volontaires. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de les faire, mais quand vous le faites, c'est bien vu. Et ça vous permet aussi de donner votre point de vue. Et sur la base de ça également, il y a des pays qui en profitent pour placer leurs cadres. Voilà. Et on parlait tout à l'heure de la question de la diaspora. Tous ces experts-là, qui sont placés dans les organisations internationales, sont des acteurs de la défense des intérêts du Burkina Faso. Donc, il y a toutes ces questions. Et il y a également la question de la sécurité. La sécurité dans le Sahel. Par exemple, le candidat Kadri Idrissa Ouedraogo parle de la sécurisation du Burkina Faso à travers la recherche de la paix dans le Sahel. Je crois que, sauf erreur de notre part, c'est le seul
qui a évoqué les Sahel dans le secteur de la diplomatie, mais d'autres l'ont évoqué dans d'autres secteurs. Mais en ce qui concerne la diplomatie, lui a dit qu'il va sécuriser le Burkina Faso en parlant à toutes les parties prenantes pour la recherche de la paix dans les Sahel. Donc, de façon générale, il y a également la question de la diaspora aussi, dont on parlait tout à l'heure. Ok, un ensemble donc d'idées comme ça, pour dire que la diplomatie est dans cette campagne électorale, justement. Oui. On reviendra certainement pour une prochaine fois sur la pertinence des propositions. Oui, et puis les outils, c'est-à-dire que ce que chacun propose pour pouvoir conduire cette politique étrangère. Et là aussi, il y a quelque chose qui est très visible dans beaucoup de programmes. Beaucoup de candidats ont évoqué la gestion du ministère des Affaires étrangères. Beaucoup de candidats ont parlé de la nécessité de renforcer les capacités de ceux qui sont chargés de suivre la mise en œuvre de cette politique. Et beaucoup même ont évoqué la nécessité d'aller vers une dépolitisation de la gestion du personnel, du cadre diplomatique, de sorte à les mettre plus à l'aise et surtout d'éviter qu'ils soient pris ils soient tentés par les prises de position partisanes. Donc, il y a tous ces éléments-là. C'est les outils que les uns et les autres proposent. Par exemple, c'est la question de la diaspora. Madame Kam évoque la création de l'Agence nationale du Burkina de l'extérieur. On a actuellement le Conseil supérieur du Burkina de l'extérieur et elle propose une agence. La différence sera quoi? Oui, bon, la différence sera peut-être, puisque c'est dans le cadre de la contribution économique à la diaspora, et elle dit que un Burkinabé de l'étranger qui est à l'extérieur a forcément quelque chose que celui qui vit au Burkina n'a pas. Et c'est là, il faut trouver des méthodes très pratiques pour faire profiter cela au pays. D'accord. Voilà. On va en tout cas en parler à d'autres occasions pour une prochaine fois, de ces outils justement, pour ces différents candidats. Alors, on va en même temps profiter pour parler des élections aux États-Unis, justement. On sait que ce sont des élections qui ont occupé pratiquement pendant des semaines l'actualité au niveau mondial. Quand c'est les États-Unis, c'est des élections qui passionnent le monde entier. Rachid, vous qui vivez dans ce pays, les États-Unis, comment vous avez vécu ça, toute cette ambiance jusqu'à cette élection de Joe Biden, les démocrates? Bon, je dois dire qu'on a beaucoup suivi l'élection avec beaucoup d'attention parce que ces élections étaient vraiment des élections vraiment très historiques. Pour nous, surtout la diaspora qui vit aux États-Unis, parce que bon, quand on prend un peu le contexte au niveau des États-Unis actuellement avec, je dirais, la crise des communautés, avec bien sûr la gestion du pouvoir du président Trump, c'était vraiment les élections très attendues, surtout que ce soit pour beaucoup d'Américains, surtout aussi pour beaucoup de la diaspora. Et donc on était vraiment très impatients depuis le 5 novembre et jusqu'à ce que, bon, hier, ça soit confirmé maintenant avec l'élection de Joe Biden. Joe Biden élu, démocrate, c'est comme un échec là pour Trump qui n'a pas réussi à avoir ce deuxième mandat finalement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, pourquoi sa politique finalement n'a pas pu avoir l'adhésion des Américains pour ce deuxième mandat? Bon, je dois dire que l'échec de la politique de Trump se situe sur beaucoup de niveaux. Déjà, bien sûr, il faut reconnaître un ensemble de choses quand même qu'il a pu faire, à savoir au niveau de l'économie, quand même, il a beaucoup fait. L'économie est passée pratiquement à une augmentation de 2%. Ensuite aussi, du côté du chômage aussi, il a beaucoup fait. Mais tout a commencé surtout à plomber un peu avec la crise du coronavirus, qui a commencé maintenant à déjà montrer quand même quelques failles que le président Trump n'a pas vraiment gérées. Ensuite, la deuxième des choses aussi, c'est surtout aussi cette fracture sociale qui existe avec bien sûr la montée des suprémacistes blancs
qui aussi, avec un ensemble de crises qui s'est passé, surtout qui impliquent les minorités, et Trump n'a pas été vraiment assez fervent, il n'a pas vraiment bien géré cela. Et ça, c'est des choses quand même qui ont joué surtout dans sa défaveur. Au-delà de ça aussi, il faut aussi voir aussi l'ensemble aussi bien sûr des politiques quand même qui est proposé. Que ce soit au niveau de l'immigration, Trump a vraiment entamé un processus de durcissement de l'immigration ces 4 dernières années, ce qui n'est vraiment pas en faveur pour lui, parce que bon, les minorités surtout, et surtout ceux de la diaspora, c'est des choses quand même où nous sommes vraiment très très regardants. Et donc bien sûr, on sait que les minorités c'est pratiquement 30% de l'électorat aux États-Unis, ce qui aussi n'est pas négligeable. Donc ça, c'est des choses quand même qui n'ont pas vraiment tourné vers son avantage. Il y a aussi bien sûr le caractère même du président. Bon, quand on prend aussi M. Trump, il n'est pas aussi vraiment, c'est pas l'homme d'État politique vraiment d'exemple en termes de caractère. Bon, ça aussi, c'est des choses quand même qui aussi quand même a marqué beaucoup d'Américains, surtout à ne pas vraiment pencher vers lui. Et quand on prend aussi ces élections, c'est pratiquement 8 millions de plus de votes cette année qu'en 2016 avec l'élection de Hillary. Ça montre vraiment qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient assez mobilisés vraiment pour que amener Trump hors de la Maison-Blanche. Créer le changement peut-être au-dessus de la politique de Donald Trump, où les Américains peut-être ont choisi de revenir à la politique classique, aux hommes d'État classiques, quelque peu formatés, parce que lui cassait les codes. Oui, il cassait beaucoup les codes, non seulement aux États-Unis, mais aussi à l'international. Je pense que Trump a été l'un des présidents américains qui a secoué ou mis à mal un peu la diplomatie au niveau international par son caractère un peu iconoclaste. Il était hors du canevas traditionnel des présidents qu'on a pu connaître dans le monde entier, avec ses phrases chocs, ses insultes sans prise de gants, ses claquages de porte, etc. Ces tweets à n'en point finir. Ces tweets à n'en point finir. Encore, si c'était des tweets respectés et respectables, on pouvait les accepter, mais il a été vraiment le président américain qui a foulé aux pieds tout le canevas diplomatique que le monde avait pu mettre en place, quoi, sans langue de bois, sans prise de gants. Et effectivement, les Américains se sont mobilisés parce pour moi, il a raté en tout cas plusieurs rendez-vous avec l'Amérique, avec les Américains. Même son apport dans l'économie et dans la réduction du taux de chômage aux États-Unis, ça ne s'est pas fait sans avoir froissé certains pays. On sait qu'il s'est recentré un peu sur l'Amérique quand il dit American First, en créant un peu, si vous voulez, en brisant un peu ses relations d'échange avec la Chine, avec l'Europe. On a vu cette fracture qu'il y avait entre les États-Unis et le Canada au niveau du commerce. C'est pour favoriser peut-être des entrepreneurs américains ou des industries américaines. Il a réussi sur ce plan-là, mais beaucoup de pays, beaucoup d'États étaient restés en froid avec Donald Trump. D'où, dès les premiers résultats presque sûrs, vous avez vu l'empressement des chefs d'État, de certains chefs d'État, notamment Justin Trudeau au Canada, qui a été le premier à le féliciter, et s'est enchaîné plusieurs autres présidents derrière. C'était comme un ouf de soulagement pour beaucoup de personnes, mais également pour des institutions. Je vous rappelle que Trump a claqué la porte de l'OMS, il a claqué la porte de l'accord de Paris sur le climat, il a claqué la porte de beaucoup d'institutions, il a supprimé les subventions dans beaucoup d'institutions. Après pour l'OTAN, etc. Et donc, du coup, c'est vraiment là, tout le monde entier était rivé sur ces élections-là parce qu'on attendait de voir si on allait encore bouffer du Trump 4 ans à venir ou si c'était fini cette recette-là. Voilà. Siaka, finalement, Trump, malheureusement, son style, finalement, n'a pas réussi à séduire assez longtemps les Américains. Oui. Ce qu'il faut voir ici, c'est que Trump, sur l'échiquier politique général, représente le mouvement populiste montant dans les démocraties occidentales et qui, partout, font se soulever les groupes démocrates. De la même manière que Marine Le Pen, en France, a du mal à être élue présidente, de la même manière, les démocrates devaient se mobiliser aux États-Unis pour arrêter cette montée de l'extrémisme en politique avec des thèmes qui ne correspondent pas à l'agenda politique habituel. Il y a des facteurs qui ont joué en défaveur de Trump, qui pour lui étaient des forces parce qu'il s'adresse à un public particulier. La question, par exemple, de l'immigration, c'était un thème
sur lequel les États-Unis sont forcément divisés, parce que vous avez deux grandes catégories de population dans ces pays. Vous avez ce qu'on appelle les Américains du Middle East, c'est-à-dire ceux du centre, des gens qui ont coupé tous les ponts avec leur pays d'origine. Ils sont de l'Angleterre, ils sont de l'Irlande, ils sont de l'Écosse, ils sont de l'Allemagne. Mais depuis qu'ils sont aux États-Unis, ils ne font plus de lien avec ces pays-là. Ils se considèrent comme Américains. Ils vont très peu à l'extérieur. Ce sont ces gens qui sont le public de Donald Trump. À l'opposé, vous avez toute cette masse de gens qui sont issus de l'immigration, mais surtout qui maintiennent des liens très, très opérationnels avec le reste du monde. Et ce groupe-là ne pouvait pas se sentir à l'aise avec la politique d'immigration que Trump était en train de vouloir imposer, étant donné que l'identité des États-Unis dans les relations internationales, c'est une identité de la diversité. D'accord. Et là, il mettait beaucoup de mal à cela. Mais il y a un élément important qui a peut-être entraîné la fin de sa position à la Maison-Blanche, c'est l'économie même. Trump a touché à des secteurs qui, en retour, ont créé des déboires à des grandes entreprises au niveau national, notamment dans les relations commerciales avec la Chine. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'en Chine, il y a beaucoup de grandes entreprises chinoises qui vont là-bas pour produire, pour bénéficier du cadre d'investissement et exporter dans le reste du monde. Si vous touchez donc à cette politique avec la Chine, c'est plutôt des entreprises américaines que vous touchez en même temps. Du coup, il s'était mis à dos pas mal de milieux d'affaires qui, au final, sont dû se mobiliser pour le faire partie. Oui, on me fait signe qu'on est presque à la fin d'émission. On va très rapidement dire un mot sur la Côte d'Ivoire avec cette situation assez complexe quand même, hein, après la réélection de Ouattara, où l'opposition a mis en place un conseil national de la transition, mais en face, il y a le gouvernement qui est là finalement. Est-ce que l'opposition n'a pas raté le coche? Est-ce qu'on peut dire que c'est définitivement plié? Est-ce que cette opposition a encore la possibilité de se remettre en selle et de continuer la lutte contre ce troisième mandat? Moi, je ne crois pas trop, personnellement, mais je pense que cette opposition pourra jouer peut-être les troubles faits pendant ce mandat. Et d'ailleurs, Alassane Dramane Ouattara, le président Alassane Dramane Ouattara, a intérêt justement à ouvrir un dialogue large. C'est ce que d'ailleurs la diplomatie au niveau international lui recommande et essaie de faire d'ailleurs avec ses opposants pour maintenir le pays dans un calme plat, afin que l'économie et que l'État fonctionne normalement. Je crois que l'opposition ivoirienne n'a pas pu mobiliser énormément, n'a pas pu empêcher justement la tenue des élections, a perturbé ces élections, mais les élections ont eu lieu. Et ça, déjà, au niveau international, c'est difficile de s'opposer quand le paramètre constitutionnel a été respecté par le pouvoir en place. Du coup, c'est une opposition aujourd'hui qui est réduite à sa propre petite expression. Oui. Ce n'est pas une opposition encore capable de rebondir, à votre avis, ou on peut dire que c'est consommé? Non, c'est clair que l'opposition en Côte d'Ivoire a cette particularité de ne pas avoir une tradition de lutte politique de ce type, une lutte politique des manifestations, des violences, etc. Ensuite, il y a que dans cette opposition, beaucoup ont longtemps pactisé avec le camp Ouattara. Jusqu'en 2016, Bédié était encore un allié d'Alassane Ouattara. Et ils se sont accompagnés pour donc faire la réforme de la Constitution. Cette réforme de la Constitution convenait à une bonne partie de l'opposition. On a les images, c'est seul Mamadou Koulibaly qui, ce jour-là, avait manifesté, s'était fait arrêter, etc. Donc ça joue pour que l'opposition puisse encore remobiliser les gens à l'encontre de leurs anciens alliés. Un problème de crédibilité. Ce qu'il faut retenir en Côte d'Ivoire, au-delà du jeu sec de relations de pouvoir, c'est la polarisation de la société ivoirienne aujourd'hui qui peut amener à craindre que ces pays ne rentrent dans un autre cycle d'instabilité. Vous avez, la question identitaire est très sensible en Côte d'Ivoire. Vous aviez avant un clivage nord-sud, globalement. Aujourd'hui, vous avez un clivage beaucoup plus fractionné, avec donc au nord même des groupes qui vont se sentir proches de Soro. Voilà, donc ils vont entrer à une sorte de résistance, etc. Donc je crains qu'il y ait une fracture en Côte d'Ivoire qui ne facilite pas l'action
du président Alassane Ouattara lui-même, lui qui a eu un temps de grâce en 10 ans, où il a fait des résultats vraiment importants qu'il faut saluer aujourd'hui. Donc comment ramener la Côte d'Ivoire sur un chemin stable et pacifié, c'est la grande question. Et là-dessus, je crois que la communauté internationale, notamment la CEDEAO, devrait se pencher sur ce sujet-là et essayer de trouver des solutions à la Côte d'Ivoire. Grande question. On en reparle dans les prochaines éditions du 7info. Ça sera tout pour ce soir. Merci à tous et à tous d'être venus sur ce plateau. Rachid Madani, Joseph Barry, délégué CSBE, merci. Siaka Koulibaly, Lionel, merci. Abdul Karim Bandaogo, merci. On aura 2 occasions de parler de diplomatie. Ça sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme. Bonsoir.